Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Pour accueillir également deux personnes que nous aimons beaucoup ici et que nous connaissons bien, puisqu'il s'agit d'Anne-Marie Cocula et d'Alain Glicos, tous deux membres du conseil d'administration du Festival du film d'histoire, mais également, évidemment, vous les connaissez, Anne-Marie, spécialiste de l'histoire moderne principalement, et Alain, philosophe des sciences, enseignant et écrivain, puisqu'il a écrit plus d'une trentaine d'ouvrages, il me semble, dont celui dont ils vont vous parler ce soir, qui s'appelle Un message caché selon, alors, la prononciation Holbein ou Holbein ? Holbein, voilà. Et donc, dans la collection, le roman d'un chef-d'œuvre. Donc, nous plongeons, pour ceux qui étaient déjà là à la projection du Jeu de la Reine juste avant, au XVIe siècle, dans le monde troublé, comme le titre de cette conférence ce soir, le tableau témoin d'une époque troublée de l'Europe. Donc le tableau, c'est Les ambassadeurs d'Holbein. Et donc je laisse la parole à Anne-Marie Cocula et Alain Glicos. Je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve tout à l'heure pour les questions. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très très heureuse de me retrouver ici. Je suis un peu habituée de ces lieux, mais je suis encore plus heureuse ce soir parce que je suis en compagnie d'Alain Glicos et que nous allons finalement parler d'un tableau magnifique, mais plein d'interrogations, ce fameux tableau des ambassadeurs de Holbein. Donc en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que Alain a travaillé, il a fait ce choix. Il va nous dire d'abord pourquoi il a choisi ce tableau qui est bien connu, qui a été souvent étudié, mais sur lequel on va trouver encore des choses à dénicher. Nous sommes dans une période, on y reviendra tout à l'heure, dans cette partie du XVIe siècle très compliquée, donc on va en reparler. Et en même temps, moi, je souscris tout à fait ce soir à l'alliance réussi entre un écrivain, philosophe, amateur d'histoire de l'art et le lien que l'on peut faire avec l'histoire. J'ai toujours regretté, quand j'enseignais il y a bien longtemps à l'université Bordeaux 3 à Bordeaux-Montaigne, qu'historiens et historiens de l'art ne soient pas aussi souvent ensemble. Donc ce soir, on va faire comme s'ils étaient ensemble. Et je vais d'abord demander à Alain, pourquoi ce tableau ? Quel type de collection ? Alors, la raison de ce tableau, c'est que, justement, dans ton université, vous n'avez pas réussi à faire l'alliance entre l'histoire et l'histoire de l'art, mais dans mon université, qui était l'université scientifique, j'avais créé un enseignement qui s'appelait Art et Sciences, où je faisais dialoguer des artistes et des scientifiques, et où j'abordais le problème de la relation entre l'art et la science, du point de vue historique aussi. Ce qui m'a fait découvrir un certain nombre d'œuvres d'art, d'artistes, et notamment les ambassadeurs. Et donc, dans mon enseignement, à un moment donné, je présentais ce tableau aux étudiants et je leur en parlais, très modestement. Parce que le jour où le directeur de la collection, le roman d'un chef-d'œuvre, m'a demandé si ça m'intéressait de faire dans cette collection un ouvrage sur une œuvre d'art, je lui ai dit spontanément, si j'en fais un, ça sera sur les ambassadeurs d'Holbein. Et quand je me suis mis au travail, je me suis aperçu que je n'avais pas dit grand-chose aux étudiants, parce que ce tableau recèle un nombre incroyable d'indices, d'informations qui étaient totalement absents de mon cours à l'époque. Voilà. Alors, c'est une période très riche. Alors, je vais assez rapidement la brosser pour laisser ensuite à Alain, je dirais, le récit, le descriptif des deux personnages qui regardent le peintre et qui nous regardent et puis qui regardent peut-être encore autre chose. C'est ce qu'on verra. Alors, les ambassadeurs, ça existe depuis
depuis très longtemps. Hein. Il y a des ambassadeurs dans l'Antiquité, il y a eu des ambassadeurs au Moyen-Âge, en Europe, en Asie, donc ça existe. Donc c'est pas une nouveauté. Alors quelles sont les nouveautés du XVIe siècle? C'est peut-être par là qu'il faut commencer. Alors la première nouveauté, c'est qu'il y a une ville qui est un État, qui est une cité, qui joue un rôle majeur en Europe occidentale et en Europe orientale, qui s'appelle Venise, qui a, au début du XVIe siècle, l'équivalent du budget du Royaume de France. Cette puissance terrienne, maritime, coloniale, a lancé, en quelque sorte, un peu sur tous azimuts, j'allais dire, sur plusieurs axes, a lancé des missionnaires qui sont chargés finalement de défendre ses intérêts. Et on les appelle, au fur et à mesure, on les appellera des ambassadeurs. Donc je crois que l'exemple du XVIe siècle et du XVe siècle, parce qu'ils sont là à Venise avant le XVIe siècle, c'est de comprendre que se joue finalement la constitution d'un corps de dignitaires qui seront ambassadeurs, mais attention, représentant des instances d'une ville, s'agissant de Venise, les doges, l'assemblée des doges, ou représentant d'un souverain, s'agissant bien évidemment de ce que l'on va voir tout à l'heure, s'agissant bien évidemment ou de François Ier ou d'Henri VIII. Donc un ambassadeur, c'est en fait le représentant d'un souverain, beaucoup plus que d'un État. Alors, quel est, en quelque sorte, le pouvoir de Venise par rapport à cela? Eh bien, c'est que Venise va, à partir du XVe siècle, dessiner une carrière d'ambassadeur. On devient ambassadeur assez jeune, entre 20 et 30, 35 ans, et ensuite, quand on a accompli une belle carrière, qu'on n'a pas été pris au piège des tentations ou qu'on n'est pas mort sur la route, eh bien à ce moment-là, on va entrer finalement dans la République de Venise et on va faire partie de l'Assemblée des Doges. Donc les ambassadeurs, c'est en fait, ça s'inscrit dans une carrière. Ça n'est pas du tout une carrière extérieure au monde politique de Venise. Alors la grande force des ambassadeurs de Venise, c'est qu'ils sont lettrés, très cultivés, et qu'ils ont en quelque sorte une richesse, une aisance personnelle qui leur permet de ne pas être rémunérés. Ce ne sont pas des fonctionnaires, si vous voulez, pour employer un langage contemporain. Donc, en fait, ce sont des gens qui ont de l'argent, qui ont des moyens, qui ont des relations, et surtout, qui sont des lettrés, je vous l'ai déjà dit, qui écrivent, qui font des chroniques, qui ont des journaux, qui ont des lettres, et finalement, les relations des ambassadeurs vénitiens nous renseignent énormément sur l'Europe du XVIe siècle. Alors les historiens au XIXe siècle leur ont attaché une énorme importance, au XXe siècle un peu moins, au XXIe siècle un peu moins, parce qu'on s'aperçoit effectivement que ces ambassadeurs, ils travaillent pour leur carrière. Donc en fait, ils ne sont pas toujours, je dirais, très objectifs, et puis ils sont aussi sujets à d'autres tentations. Ils peuvent ne pas échapper à la vénalité, etc. Mais ils forment vraiment un corps important et surtout assez critique. Les ambassadeurs vénitiens, quand ils parlent de la France, ils s'étonnent de deux choses. Un, que les rois de France soient si puissants. Deux, que les Français acceptent tellement, de façon, j'allais presque dire facile, de payer des impôts. Donc ça, c'est voilà. Partant de là, en quelque sorte, il dessine ce portrait d'un ambassadeur. Alors, à l'époque du tableau, il y a d'autres ambassadeurs dans les pays voisins de Venise. Il y a les ambassadeurs à côté des Vénitiens, aussi importants, la papauté, les représentants du pape. Ceux-là sont très importants, on le verra à propos de ce tableau. Le Saint-Empire romain germanique, pareil. Les voisins, l'Espagne, oui, le Portugal, l'Angleterre et la France. Donc ce qu'on appellerait à l'heure actuelle l'Europe occidentale, elle se lance depuis presque un siècle dans une diplomatie qui
prend ses cadres, qui prend sa forme et qui va se trouver devant deux problèmes majeurs. Et je vais bientôt m'arrêter à ce sujet. Le premier problème, ce sont les Turcs qui avancent et puis qui gagnent du terrain et qui finalement, sur le plan, qui sont une menace par rapport à la chrétienté. Et comment fait-on à la fois pour établir des relations avec eux et comment fait-on aussi pour tenter, si on établit des relations avec eux, de ne pas paraître alliés à des infidèles. C'est très compliqué et vous verrez que la France est complètement imprégnée par cela. Ça, c'est un premier point. Et le second, qui est presque contemporain, c'est ce qui va se trouver avec l'anglicanisme. On va en parler tout à l'heure. Et c'est ce qui se passe avec la réforme. C'est-à-dire que désormais, il va y avoir une diplomatie d'un État à l'État, une diplomatie extérieure, une diplomatie de relations de souverain à souverain, mais il va y avoir aussi à l'intérieur des États une diplomatie intérieure qui va consister à tenter de faire des missions entre des protestants et des catholiques. Donc il y a tout cela qui va s'imbriquer et je pense que les années 1530, elles sont à cet égard-là majeures, c'est très important. Et tout à l'heure, mais plus tard, quand on aura fini d'analyser ce tableau, je vous parlerai du rôle des femmes dans la diplomatie. Et vous verrez qu'elles ont joué un rôle très important, mais qu'elles n'ont jamais été ambassadrices. Tu m'avais dit aussi que ce qui était important, c'était les espions aussi. Alors les espions aussi, mais peut-être que les espions, on en parle après les ambassadeurs quand même. Si tu veux. Je pense, parce que voilà, quelquefois ces espions sont d'ailleurs là pour espionner les ambassadeurs. Absolument, oui. Voilà. Est-ce que ça existe encore, peut-être? J'ai bien l'impression, oui. Bien, merci. Alors, à partir de là, bon, moi je vais vous parler de ce tableau. Alors ce tableau a été peint en 1533, l'année de la naissance de Montaigne, et un an après la publication par Rabelais de son Pantagruel. Si je donne ces détails, c'est parce qu'en fait, vous allez voir que ce tableau est en plein au cœur de l'émergence de l'humanisme en Europe. Alors, qui a peint ce tableau? C'est Holbein. Et alors, je vais essayer de voir si je... Voilà. Alors, Holbein le Jeune. Alors, Holbein le Jeune, il est né en 1497-96. Bon, la date n'est pas tout à fait connue. Il est né à Augsbourg. C'est important de préciser qu'il est né à Augsbourg parce que Augsbourg, en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne, est une ville... On a dit que Augsbourg était à peu près l'équivalente de Florence. Et il y avait une grande famille de banquiers et de commerçants à Augsbourg qui étaient les Froben. Et ces Froben, on a dit, les Fugger, pardon, et ces Fugger, on a dit qu'ils étaient à Augsbourg ce que les Médicis étaient à Florence. C'était une ville très riche, très commerçante, et qui était un carrefour même d'échanges commerciaux. Elle échangeait beaucoup avec Venise, justement, et avec Florence. Et comme à Venise, comme les Médicis à Florence, eh bien, les Fugger à Augsbourg sont devenus aussi des mécènes, parce que c'était très important de montrer sa richesse en soutenant et en aidant les artistes et en acquérant des œuvres des artistes. C'est pour ça que dans cette ville, des artistes comme Dürer, la famille Holbein ou les Bruckner ont pu exercer leur art dans de bonnes conditions. Il y a d'ailleurs actuellement à Francfort une exposition sur cette ville et sur Holbein à Augsbourg. Alors, le père d'Holbein était lui-même un artiste, très bon peintre, très bon dessinateur, et Hans et son frère Ambrosius ont pu bénéficier des enseignements du père. Mais à partir d'un certain moment, pour des raisons multiples, ils ont décidé, et le frère et Hans, de partir à Bâle. On est dans les années 1517 à peu près, et ils vont à Bâle parce que Bâle a une réputation importante, justement d'être le foyer de l'humanisme.
Il y a des gens comme Erasme, comme Hammerbach, et ces gens-là font rayonner cette nouvelle pensée qui est la pensée humaniste. Alors, on peut dire un mot quand même de l'humanisme. Un auteur a défini l'humanisme comme étant la conscience de la Renaissance. C'est vrai que je pense que l'humanisme, c'est le moment où la Renaissance accède à la conscience d'elle-même. Alors qu'est-ce que c'est l'humanisme? C'est le retour aux antiquités, la référence aux antiques. C'est aussi le désir de faire connaître les sciences, de faire connaître les découvertes qui sont faites à cette époque-là. C'est aussi le moment... un auteur qui s'appelle Peter Burke, qui a écrit un très très beau livre sur la Renaissance, a recensé toutes les définitions possibles de la Renaissance, et il dit, si je devais en retenir une, je dirais que la Renaissance, c'est la laïcisation de la pensée. Et vous verrez tout à l'heure, quand je vous montrerai quelques œuvres, qu'effectivement, on peut comprendre ce que ça signifie. Et d'ailleurs, cette laïcisation de la pensée, c'est-à-dire ce conflit entre le profane et le sacré, on le retrouve aussi bien dans la peinture que dans la musique. Alors, ensuite, alors voyons, ça c'est la maison de naissance à Augsbourg. À Bâle, Bâle est une ville aussi extrêmement riche, et il y a un homme très très influent qui est le bourgmestre de Bâle, qui s'appelle Jacob Meyer. Et Jacob Meyer va prendre sous sa protection Holbein, et Holbein va faire leur portrait. Alors ce qui est intéressant dans ce portrait, c'est qu'on se rend compte qu'il est encore inspiré par la peinture italienne, parce que Holbein, pendant son séjour à Bâle, est allé en Italie. Il a vu les Léonard de Vinci et il a vu des Mantegna. Mantegna a été pour lui une très très grande référence. Petit détail d'ailleurs au passage, le bourgmestre Meyer tient dans sa main une pièce. Ce n'est pas pour montrer qu'il est riche, il l'était d'ailleurs. Ce n'est pas pour montrer qu'il a payé son tableau. C'est simplement parce qu'au moment où ce tableau est peint, Bâle venait d'acquérir le droit de battre monnaie. Et donc, il montre une monnaie pour dire que la ville peut battre monnaie. Holbein va aller en Italie, et en Italie, il va peindre ce tableau qui est très célèbre, qui se trouve à Bâle, et qui est un Christ mort. Alors ce Christ mort, vous pouvez je ne sais pas si on le voit bien là, mais il est en début de putréfaction, aussi bien les pieds que les mains, et c'était une commande de moines. Et quand les moines ont vu ça, ils ont refusé évidemment le tableau en disant « mais le Christ ne peut pas être en putréfaction ». Et alors il y a un truc qui est très amusant, c'est que Dostoïevski, qui est allé à Bâle et qui a vu ce tableau, sa femme en parle beaucoup en disant qu'il a failli avoir une crise d'épilepsie devant ce tableau. Dans l'Idiot, il écrit « Si tous les fidèles ont eu un semblable cadavre devant les yeux », il fait allusion évidemment aux apôtres, comment ont-ils pu croire en face de pareille vision que le martyr ressusciterait? Voilà. Donc effectivement, il y avait ce tableau d'Holbein est intéressant parce que il exprime assez bien l'expressionnisme allemand qui est propre à ces peintres du Nord. Alors, il a aussi été évidemment, comme je vous l'ai dit, inspiré par le fameux Christ de Mantegna qui se trouve au musée Brera à Milan. Il l'a vu, c'est une évidence, il l'a vu. Mais ce qu'il a vu aussi, ce tableau d'ailleurs de Mantegna avait fait aussi un peu scandale, hein, parce que montrer le Christ dans cette position n'était pas évident. Mais il a vu aussi, alors je pense que vous connaissez tous, enfin j'espère que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, le retable de Grunewald qui se trouve au musée Itzenheim à Colmar. Et ça c'est un détail où on voit le Christ qui est plein de pustules, probablement une référence à la peste. Ce qui est là aussi une manière d'abord d'être un expressionnisme dramatique qui montre effectivement que les Allemands en particulier, comme Cranach également, tenaient absolument à montrer que le Christ était quand même un homme et que, bon, on est déjà dans la réforme, hein, dans la réforme luthérienne, et donc il y a cette idée que, toute la mythologie autour de la résurrection du Christ est pour ces gens-là qu'une mythologie.
Et pardon de t'interrompre, Je ça fait partie de ce qu'on appelle le christocentrisme, le Oui. christocentrisme de la Renaissance, c'est-à-dire la représentation du Christ adulte, crucifié. Et on abandonne en quelque sorte l'enfant Jésus, et la réforme catholique au XVIIe reprendra l'enfant Jésus. C'est-à-dire que ce phénomène de flux et de reflux sur la représentation christique. Oui. Alors ce flux et ce reflux d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez senti dans le film tout à l'heure, mais on le retrouve évidemment à la cour d'Henri VIII, et Henri VIII passe son temps à fluctuer justement, à onduler entre un catholicisme et un protestantisme, parce qu'effectivement, en fonction des situations politiques et religieuses de l'époque, on était plus ou moins catholique, plus ou moins protestant. Hein. D'ailleurs, la définition qui est donnée de l'anglicanisme, c'est que finalement, c'est un catholicisme sans le pape. Hein. Voilà, c'est un peu la définition qui avait été donnée. Alors, après, il est allé également en France, où il a appris chez Jean Clouet, qui est devenu le peintre officiel de François Ier, il a appris à dessiner au crayon. Au crayon de couleur. Et là, j'ai mis un dessin de Jean Clouet, parce que ce qui est amusant, c'est que c'est un portrait de Jean de Dinteville, un des deux personnages du tableau, et qui est fait en 1533. Donc, comme Jean de Dinteville était à Londres entre janvier et septembre 1533, on peut imaginer que ce dessin a été fait forcément à l'automne 1533. Alors, petite précision encore, heureux les gens pour lesquels on fait un portrait. Tu as parlé de Montaigne et la date de naissance. On n'a aucun portrait vrai de Montaigne. Ouais. Il faut être bien né, ou il faut être artiste. Oui, ou alors il faut être en contact avec des peintres comme Holbein, qui lui pratiquait pratiquement que le portrait. C'est beau. Alors, il va partir à Londres. Alors pourquoi va-t-il? Alors d'abord, avant, à Bâle, il va faire la connaissance d'Érasme. Alors, dans des conditions un peu particulières, c'est que Érasme avait publié son éloge de la folie, et Holbein a eu entre les mains cet ouvrage, et j'ai montré là une page de l'ouvrage. C'est un dessin d'Holbein, parce que Holbein a illustré, s'est amusé à faire des petits dessins dans la marge de l'éloge de la folie. Alors, Érasme a eu connaissance de ça, ils sont devenus très amis. Et il se trouve qu'à Bâle, les réformateurs ont commencé à prendre le pouvoir. Il y a eu des troubles très très importants, et les peintres, et notamment les peintres catholiques, ont été de moins en moins en odeur de sainteté, et même un peu en danger. Alors à partir de là, Holbein décide de quitter Bâle. Il ne sait pas où aller. Et finalement, Érasme lui dit, écoute, je vais vous faire, ou je vais te faire, je ne sais pas si c'est toi, je vais vous faire une lettre de recommandation auprès de mon ami Thomas More, qui se trouve à Londres. Thomas More, qui avait lui-même rencontré Érasme à Londres, et qui avait publié son utopie à Bâle. Et donc, il est parti à Londres avec cette lettre de recommandation. Alors, Thomas More, il était à l'époque le grand chancelier auprès d'Henri VIII, et c'était un homme extrêmement en vue, très apprécié d'Henri VIII. Parce que, contrairement à ce qu'on a vu dans le film, le Henri VIII jeune est d'abord un bel homme, et surtout, c'est un homme éclairé, et lorsqu'il va accéder au trône, qu'il va succéder à son père Henri VII, il apporte beaucoup d'espoir à la cour d'Angleterre, parce qu'il est éclairé, il est assez intelligent, il est sensible, il s'intéresse à l'art, à la musique, aux sciences. Donc, on pense que c'est quelqu'un qui va apporter beaucoup. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, il a apporté beaucoup. Et la preuve, c'est qu'il s'est attaché, j'allais dire les services, mais surtout l'amitié de Thomas More, qui est quand même quelqu'un d'extrêmement important dans la Renaissance et dans l'histoire de l'humanisme. Donc Thomas More étant bien en vue à la cour d'Henri VIII, il reçoit Holbein. Alors c'est amusant parce qu'il écrit une lettre à Érasme en lui disant « Tu sais, je vais le recevoir, ton protégé brillant, mais j'ai bien peur qu'il soit déçu parce que nous n'avons en Angleterre que des peintres médiocres. Hein. » Ce qui était vrai d'ailleurs, la peinture en Angleterre à cette époque-là n'était pas de grande qualité. Donc il va le recevoir dans sa maison de Chelsea, et puis il va l'introduire auprès des aristocrates, et Holbein va commencer à devenir célèbre
en peignant un certain nombre de personnages importants de la cour, comme Warham, Cromwell, Wolsey, etc., que j'ai mis ici. Mais il y en a bien d'autres, puisque tout le monde voulait se faire tirer le portrait par Holbein. C'était un peu l'équivalent, Holbein, c'était un peu l'équivalent des studios d'Harcourt aujourd'hui, quoi. On voulait absolument avoir son portrait fait par Holbein. Ensuite, il va retourner à Bâle, parce qu'entre-temps, il s'est marié. J'ai oublié de le dire, mais peu importe. Il s'est marié et il a 2 enfants. Donc il retourne voir sa femme et ses enfants. Et à Bâle, là, il va peindre 2 ou 3 tableaux qui méritent d'être vus. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, il peint la Madone de Darmstadt. Et vous reconnaissez peut-être les 2 personnages qui sont en bas. C'est le bourgmestre Jacob Meyer et puis sa femme, au premier plan. Et au deuxième plan, c'est sa première femme qui est morte, mais il a souhaité que sur le tableau, les 2 femmes soient présentes. Et ce qui est intéressant, c'est que le visage de la Vierge, et là on retrouve un peu la fameuse Vierge morte du Caravage, c'est une courtisane qui était probablement avec laquelle Holbein a eu une relation. D'ailleurs, sa femme était pas très contente de ça, mais comme elle était très pieuse, elle lui a pardonné. Voilà. Et donc, on voit là, si vous voulez, c'est un peu le début justement de l'introduction du profane dans la représentation sacrée. Et alors, c'est encore plus net ici. Voilà 2 tableaux. Là, vous avez à gauche, ici, la Madone de Soleure. Soleure, c'est un petit village pas loin de Bâle. Et le visage de cette Madone, ça ne va pas être évident pour vous, mais c'est le portrait de sa femme. Et à côté, il y a le portrait de sa femme avec ses 2 enfants. Et quand on regarde ces 2 tableaux, on s'aperçoit que celui de gauche, il y a une laïcisation du sacré, puisqu'on a pris un personnage réel pour représenter la Vierge, mais inversement, de l'autre côté, il y a une espèce de sacralisation du profane, puisque la femme d'Holbein et ses 2 enfants, on a l'impression que c'est une Madone avec la conversation sacrée entre Jésus et Jean-Baptiste. Alors ensuite, Holbein ne va pas rester à Bâle pour une raison extrêmement simple, c'est que là la situation s'aggrave et que les réformateurs détruisent D'ailleurs, il y a un texte magnifique d'Érasme où il raconte à Thomas More ce qui se passe à Bâle. Les réformateurs détruisent, ils sont iconoclastes, et donc ils détruisent les statues, ils détruisent les peintures. Des très belles peintures d'Holbein ont été détruites, et il retourne donc à Londres. Et là, il part définitivement, et il ne reverra plus ni sa femme ni ses enfants. Alors j'ai mis cette image parce que tout simplement, quand il arrive à Londres, la situation a changé. À savoir qu'Henri VIII commence très sérieusement à souhaiter la rupture avec Rome. Et parmi ceux qui s'opposent à cette rupture, il y a Thomas More. Thomas More qui reste fidèle. Alors, il n'est pas contre... Thomas More, il est comme Erasme, comme c'est un humaniste, il est quand même sensible aux idées de la Réforme. Et en particulier à cette volonté que les réformateurs ont de lutter contre le luxe de l'Église. Mais il reste quand même fidèle à la papauté et il va être, comme vous le savez, enfermé à la Tour de Londres et il va être décapité. Ce que d'ailleurs... Oh, il y a une très jolie phrase d'ailleurs, vous savez, quand il était en très mauvaise santé, quand il est monté sur l'échafaud, et il a dit à celui qui l'a aidé, il lui a dit « Aidez-moi à monter, pour le retour je me débrouillerai ». Et là, c'est une stèle qu'il y a à Londres où il y a la liste de tous ces gens qui, au même moment, ont été décapités pour les mêmes raisons. Donc, ne pouvant plus se prévaloir de Thomas More, parce que c'eût été dangereux, il va aller s'installer dans le Steelyard. Le Steelyard étant la partie portuaire de la ville, la plus populaire, qui avait été investie par les commerçants de la Ligue hanséatique, c'est-à-dire Brême, Lübeck, Hambourg, qui avaient installé des comptoirs commerciaux à Anvers, à Rotterdam et aussi à Londres. Donc il s'installe là, et c'est là qu'il a son atelier, et c'est là qu'en 1533, donc,
eh bien, il va faire ce fameux tableau. Alors peut-être qu'on pourrait très rapidement, pendant qu'on arrive au tableau, rappeler que finalement l'opposition, elle se fait sur le plan politique et aussi sur le plan de la puissance et du pouvoir entre deux princes de la Renaissance, François Ier et Henri VIII. Le problème de François Ier, c'est qu'il a été vainqueur à Marignan en 1515 et qu'il a été battu 10 ans après à Pavie et qu'il a été prisonnier de Charles Quint. Donc le problème des Valois, le problème de François Ier et le problème d'Henri II, bien évidemment, c'est l'Espagne. Et à ce moment-là, en quelque sorte, il faut trouver des alliés, il faut trouver des alliances. Et c'est pour cela que François Ier, lui, il pense grandement, bien évidemment, à l'Angleterre, mais il se méfie, à mon avis, il a raison, parce que le camp du drap d'or, ça a été de l'esbrouf de part et d'autre, mais il s'est fait piéger. Le roi chevalier s'est fait piéger, parce que je pense que l'autre était plus roublard que lui. Et puis, en fait, c'est aussi que faire par rapport au début de la réforme. Donc, il faut négocier, et il faut aussi se rappeler les liens que Henri VIII avec Charles Quint par rapport à son épouse Catherine d'Aragon. Catherine d'Aragon. Donc en fait c'est dans cet imbroglio qui est à la fois, on ne peut pas dire sentimental, mais qui est un imbroglio d'alliance, de pouvoir et de puissance, qu'il faut se dire que les ambassadeurs, on y arrive, qui vont en Angleterre, ils ont essentiellement finalement un rôle d'information et puis en même temps de ménager ses relations avec ce roi pas facile à supporter qu'est devenu Henri VIII. Toute petite comparaison, je te relaisse la parole, sous les successeurs de François Ier, sous les derniers Valois, c'est-à-dire François II, Charles IX, Henri III, le grand problème de la cour de France, ce sera de proposer un Valois pour épouser la reine Élisabeth Ier. 20 ans d'ambassade pour trouver un époux à la Reine Vierge qui n'en trouvera pas. Donc, on repart sur les ambassadeurs. Mais sur ces jeux d'alliance entre les différents États de l'époque, il y a un personnage qui a joué un rôle très très important, c'est le cardinal Wolsey, qui finira comme beaucoup en disgrâce. Mais le cardinal Wolsey a eu une idée, soutenue par Thomas More d'ailleurs, de créer de faire signer par l'Italie, par l'Allemagne, enfin l'Allemagne quand je dis c'est le Saint-Empire romain germanique, l'Angleterre et la France, un traité de paix universel. Et ça c'est très intéressant parce que l'idée c'était, moi quand j'ai lu ça je me suis dit, mais au fond c'est l'OTAN ou c'est l'Union européenne aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que l'idée c'était de faire en sorte que tous ces États chrétiens, face à la menace ottomane, si l'un de ces pays était attaqué par les Ottomans, eh bien les autres s'engageaient à venir le défendre. C'est exactement les termes pratiquement de l'OTAN. Donc, ce qui est intéressant quand on lit l'histoire, c'est qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on n'a pas toujours inventé grand-chose, quoi. Alors, de la même manière que quand on parle de l'anglicanisme, moi, quand j'ai lu tout ça, je me suis dit, mais au fond, c'était le premier Brexit de l'histoire de l'Angleterre, hein. C'est-à-dire la rupture de l'Angleterre avec l'ensemble de l'Europe. Alors, ce n'est pas l'Europe d'aujourd'hui, mais c'était l'Europe chrétienne, quoi. Catholique, pardon. Alors, les ambassadeurs, 1533, pourquoi ce tableau a été peint et dans quelles circonstances? Alors, pour comprendre ça, il faut savoir que Holbein, jusque-là, ne pouvant plus peindre dans un premier temps les aristocrates, il s'est mis à peindre les commerçants allemands, et notamment Georges de Guise. Alors, au passage, retenez le tapis ottoman qu'il y a sur le tableau de Georges de Guise, parce qu'on le retrouve dans le tableau Les Ambassadeurs. Et puis, à un moment donné, c'est ce que vous a expliqué Anne-Marie, il y a eu un problème. Alors, je pense que c'est ça la prochaine... Alors, donc, voilà les ambassadeurs. Alors, non, ce que je voulais dire, c'est que quand j'étais enseignant, pas encore à la retraite,
que je faisais ce cours aux étudiants, je me contentais de leur dire que dans ce tableau étaient représentés sur les 2 étagères de la table centrale en fait, les symboles des arts libéraux et en particulier du quadrivium. Et je m'en tenais là. Vous savez donc qu'à l'époque, pour être un lettré, il fallait suivre des cours à l'université qu'on appelait les arts libéraux. Il y avait le quadrivium d'un côté, avec les termes que vous voyez là, et puis il y avait le trivium, où là c'était les arts de la langue. Alors il y avait la grammaire, la rhétorique et la logique. C'est-à-dire l'art de bien écrire, l'art de bien parler et l'art de bien raisonner. Et je m'étais contenté de cela. Sauf que quand j'ai commencé à travailler sérieusement sur le sujet, je me suis rendu compte que c'était un peu plus compliqué. Alors, qui sont ces 2 personnages? Il y a d'abord Jean de Dinteville sur la gauche, avec en petit cartel le château de Policy, puisque Jean de Dinteville était seigneur de Policy. Il était bailli de Troyes. C'était un homme extrêmement cultivé, extrêmement lettré, qui connaissait très bien la musique et qui était à la cour de François Ier. Il a rencontré des tas d'intellectuels, et notamment il a rencontré, c'est là qu'il s'est lié d'amitié avec Georges de Selve. Georges de Selve qui était lui-même ambassadeur, c'est un ecclésiastique, ambassadeur, évêque de Lavaur, et il a été ambassadeur auprès de Clément VII, et il a été ambassadeur auprès de Charles Quint. Donc ce sont des personnages quand même assez importants. Et comme le disait Anne-Marie tout à l'heure, les ambassadeurs étaient des gens jeunes. Et Jean de Dinteville, son âge est marqué sur la dague qu'il porte à la main, 25 ans. Et Georges de Selve, lui, c'est sur la tranche de ce livre qui est très probablement une Bible. Alors, pourquoi sont-ils là? Pourquoi sont-ils à Londres? Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Eh bien, pour comprendre ça, il faut regarder cette espèce d'échiquier politique avec Henri VIII, François Ier, Charles Quint, Clément VII, et puis évidemment Catherine d'Aragon et Anne Boleyn. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple, je vais vous le faire court. Henri VIII décide de se séparer, de répudier Catherine d'Aragon, et il veut divorcer d'avec elle. Alors, parce que Catherine d'Aragon ne lui a pas donné de fils. Elle lui a donné plein d'enfants. Hein. Elle a eu plein d'enfants, mais malheureusement, elle n'a jamais pu avoir de fils. Ils sont tous morts-nés. Et elle a eu qu'une fille. Et laquelle? Marie, qui deviendra Marie Tudor, Marie la Sanglante. Donc, il veut divorcer d'avec elle, et il fait sa demande à Clément VII, mais Clément VII ne veut pas, n'accepte pas. Il n'accepte pas pour 2 raisons. D'abord, parce que ça ne se fait pas. Et puis la deuxième raison, c'est que Catherine d'Aragon est la tante de Charles Quint. Ah oui. Et comme c'est la tante de Charles Quint, et que Clément VII a de gros problèmes avec Charles Quint, et qu'il terminera même enfermé au château de Saint-Ange, il ne veut pas froisser Charles Quint. Donc il refuse. Et là, François Ier, qui a des problèmes avec Charles Quint, mais qui a aussi des problèmes avec Henri VIII, saute sur l'occasion, se dit: si je dis à Henri VIII, écoute, si tu acceptes de me donner un coup de main contre Charles Quint, moi, je veux bien intercéder auprès de Clément VII pour qu'il accepte. Alors vous pouvez me dire, mais pourquoi Clément VII accepterait? Parce que Clément VII, il a une nièce qui s'appelle Catherine de Médicis. Et il veut absolument la marier à Henri II, le dauphin, le fils de François Ier. Donc, vous avez... il n'est pas encore le dauphin, attention. Il veut le marier au cadet. Catherine, elle est bonne que pour un cadet. Ah oui, c'est vrai. Et après, ça sera le dauphin. Ben voilà, parce que le dauphin sera mort. Ouais. Mais quand il se marie en 1533, on la marie à Henri. Et parce que le dauphin est toujours là, François. Il va mourir qu'en 1536. Donc, elle est bonne pour un dauphin. Elle est bonne pour un dauphin. Pas pour un dauphin, pour un cadet. Donc, c'est la promesse. Et voilà. Donc... Et alors, donc, du coup, que fait Henri VIII, François Ier? Eh bien, il envoie Jean de Dinteville, ambassadeur, auprès d'Henri VIII, pour lui dire, ben voilà... voilà ce que je vous propose, mon cher frère, puisque vous savez qu'il s'appelait comme ça, il s'appelait mon cher frère. D'ailleurs, Henri VIII dira à Dinteville, comment va mon frère François? Voilà. Alors qu'il se détestait royalement. C'est le cas de le dire. Alors, Dinteville a été choisi
a été choisi parce qu'il est très lettré, très cultivé, et que François Ier veut envoyer là-bas quelqu'un qui sera capable de tenir de belles conversations. Alors, arrivé à Londres en janvier 1533, Dinteville était déjà allé à Londres une première fois. Il n'aime pas cette ville, il la trouve humide, il revient chaque fois en mauvaise santé. Il aurait qu'à venir à Bordeaux en ce moment, il verrait. Et alors, il se dit, je vais donner la missive à Henri VIII et je rentre à Policy. Manque de chance, entre-temps, Henri VIII s'était marié secrètement avec Anne Boleyn et surtout, elle était enceinte. Donc Henri VIII, évidemment, est très content, il va avoir un héritier mâle, enfin, croit-il, et il envoie une lettre à François Ier en lui disant bah, « Écoutez, voilà, je vais avoir un héritier et j'aimerais que vous soyez l'un des parrains. » Et François Ier écrit à Dinteville en lui disant « Écoutez, puisque vous êtes à Londres et qu'elle va naître en septembre, restez à Londres et vous me représenterez pour le baptême. » Alors là, vraiment, Dinteville n'est pas très content parce qu'il se demande bien ce qu'il va faire à Londres pendant 9 mois. Alors effectivement, il va passer beaucoup de temps dans les banquets, dans les réceptions. Il va dépenser, comme tu me le faisais remarquer tout à l'heure, une grande partie de sa fortune parce que les ambassadeurs payaient avec leur denier personnel. D'ailleurs, à un moment donné, il finira par dire à François Ier, il faudrait un peu me rallonger parce que j'en ai plus assez. Et donc, à un moment donné, il va rencontrer, dans les différentes réceptions où il est invité, il va rencontrer Holbein, qui évidemment est en cours, puisqu'il est devenu le peintre officiel de la cour d'Henri VIII. Et comme il ne sait pas quoi faire, eh ben, il dit à Holbein, est-ce que vous ne vouliez pas faire mon portrait à moi aussi? Alors Holbein dit, pourquoi pas, sauf qu'entre-temps, le grand ami de Jean Dinteville, Georges de Selve, au mois de mai, au mois d'avril, est venu. Vous verrez pourquoi c'est important de dire que c'est même le 11 avril, il arrive à Londres, il rend visite pour 1 mois et demi à son ami. On pense, mais là personne n'en est sûr, on n'a pas trouvé de traces, que peut-être François Ier lui avait quand même confié aussi une mission supplémentaire auprès d'Henri VIII. Mais comme on n'en est pas sûr, on passe là-dessus. C'est un évêque, c'est important, les évêques, c'est les hommes d'église. Ah oui, bien sûr. C'est très, très important. On est sûr qu'ils vont bien se conduire et qu'ils vont... voilà. Donc, alors, en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un évêque, donc catholique, mais qui est sensible aux idées de la Réforme. Et donc, comme Henri VIII est sur le point de rompre avec la papauté, c'est pas si mal aussi d'avoir un ambassadeur qui fluctue, enfin en tout cas qui est capable d'entendre un autre discours sur les rapports à la foi. Il ne faut pas oublier que François Ier, à ce moment-là, il est toujours catholique, il n'a jamais été protestant, mais il a une sœur, Marguerite de Navarre, qui est tentée par la Réforme. Lui, ce qui va le révolter, c'est juste après, c'est en 1534, l'affaire des placards. Quand les protestants vont placarder sur sa chambre, finalement, en traitant les catholiques de cannibales, parce qu'ils mangent le Christ, le corps. Donc, à partir de ce moment-là, l'atteinte est trop forte. Donc, en 1533... il s'interroge, je pense. Tout à fait. Oui, oui, absolument, absolument. Et il y a aussi une chose qu'on peut dire, c'est que ce qui a intéressé, parce qu'on parle toujours de l'anglicanisme en disant que ça a été la rupture avec le pape pour pouvoir se marier avec Anne Boleyn. Non. En réalité, c'est plus compliqué que ça, parce que les Anglais, notamment les rois d'Angleterre, avaient un œil sur le gallicanisme. Le gallicanisme, je ne sais pas si vous savez ce que c'est du temps de Philippe le Bel. Philippe le Bel, à un moment donné, décide non pas de rompre avec le pape, mais de répartir les pouvoirs. Il dit, le dogme et la foi, le spirituel, c'est le pape, mais moi, je nomme les évêques et je touche les impôts, et notamment la dîme. Ça a beaucoup intéressé Henri VIII lorsqu'il a décidé de supprimer les indulgences, par exemple. Donc, l'anglicanisme, ce n'est pas qu'une affaire de mariage, c'est refusé. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Catherine d'Aragon est donc la tante de... Et elle va être répudiée, elle va être envoyée de château en château au Pays de Galles, notamment.
et il va se marier avec Anne Boleyn. Est-ce que tu peux grossir Charles Quint? Non, tu n'en peux pas, parce que je trouve qu'il n'a pas été sympa pour Charles Quint. Mais Charles Quint, il avait un grand menton. C'est le prognatisme. Oui, c'est le prognatisme. C'est le prognatisme des Habsbourg. Oui. Il aurait pu être davantage sympa. Oui, d'autant que ça lui est arrivé. Alors, juste une petite anecdote. Vous savez qu'il s'est marié avec Anne de Clèves. Oui. Alors, Anne de Clèves, c'est une Allemande, et il ne la voit pas. Donc, c'était très courant à l'époque. Il envoie Holbein et un ambassadeur chercher. Alors, il voulait avoir plusieurs possibilités. Et il avait dit à ses ambassadeurs, trouvez-moi des nanas mariables, et puis envoyez-les à Calais, puisque Calais était encore anglaise, et je ferai mon choix. Et ça a scandalisé François Ier, qui a dit, mais attendez, mais c'est un vrai maquignon, ce type, quoi. C'est pas comme ça qu'on se marie. Donc, il envoie Holbein, et Holbein découvre un laideron. Et l'ambassadeur qui est avec lui dit, bon, il faut arranger ça, quoi. Donc, il arrange le portrait d'Anne de Clèves, et il amène ce portrait à Henri VIII, qui dit, elle n'est pas si mal que ça, ok. Et évidemment, quand il l'a vu arriver, il a quand même été très, très, très déçu. Et voilà, ça se faisait quand même d'arranger les portraits. Mais aujourd'hui, vous savez, les photos des stars et quelques autres personnalités sont arrangées aussi. Alors ça, c'est la carte du Saint-Empire romain germanique. Ça explique un petit peu la situation de la France coincée entre l'Angleterre et puis ce grand empire romain germanique qui, évidemment, est très menaçant. C'est très menaçant, tout à fait. Et puis, on n'a pas figuré Paris, mais à ce moment-là, Paris est toujours au même endroit et il est très, très proche de la frontière. Très, très proche de la frontière. Donc, c'est un risque majeur. Alors, pour le plaisir, je n'ai pas pu m'empêcher quand même. D'ailleurs, vous avez remarqué que l'acteur, finalement, est assez ressemblant. Hein. Donc, vous avez là la panoplie des femmes d'Henri VIII, hein, et en rouge, évidemment, les deux qui ont été décapités. Alors, revenons à ce tableau. Sur ce tableau, je voulais vous montrer, ce tableau, d'abord, il est construit comme une espèce de scène de théâtre, avec le sol qui représente la scène, et puis le fond en soie verte qui représente finalement le fond de la scène. Et c'est un espace clos, et c'est comme une pièce de théâtre, parce qu'effectivement, c'est une pièce qui va se jouer en 2 actes. Vous allez voir pourquoi. Et c'est aussi... La table du milieu peut paraître en désordre un peu comme un cabinet de curiosité. Et effectivement, la mode à cette époque-là, c'était les cabinets de curiosité, tout le monde en faisait. Mais voyez, celui-là, par exemple, est très en désordre. Et effectivement, on peut mettre les 2 personnages de chaque côté et on s'aperçoit que c'est construit comme un cabinet de curiosité. Sauf que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette table n'est pas du tout en désordre. Ah non. Alors, il y a d'abord l'étagère du haut. Alors, on peut dire une chose, c'est qu'il y a une symétrie horizontale. Cette symétrie horizontale définit d'un côté le ciel, de l'autre côté la terre. Et tous les éléments qui sont en haut renvoient au céleste, et tout ce qui est en bas renvoie au terrestre. Alors, en haut, vous avez d'abord un globe céleste. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est que sur ce globe céleste, où il y a marqué toutes les étoiles, les comètes, etc., il y a dessiné un coq qui s'attaque à un faucon. Et à côté du coq, il y a marqué Galacea. Et forcément, on peut imaginer que c'est peut-être la France qui s'attaque au Saint-Empire romain germanique, mais on n'en est pas tout à fait sûr. À côté de ça, il y a un certain nombre d'instruments, et ces instruments sont là, ce sont des instruments de mesure du temps. Alors il y a un turquet, il y a un clinomètre, et il y a une horloge de berger, il y a un cadran polyèdre, manque l'astrolabe et la sphère armillaire. Ces instruments ont été empruntés très probablement à Nicolas Kratzer. Nicolas Kratzer, ce tableau a été fait 5 ans avant, et vous remarquez qu'on retrouve dans ce tableau au minimum le polyèdre, et puis les compas, etc. Et Nicolas Kratzer a prêté ces instruments pour le tableau Les Ambassadeurs.
Donc moi, dans le roman que j'ai écrit, j'ai imaginé comment ça avait pu se passer, Nicolas Kratzer venant participer à la mise en place du tableau. Je reviens un instant. Il y a aussi un tapis, et ce tapis est un tapis ottoman. Ah oui. Alors on peut se demander pourquoi. C'est le tapis, probablement, qui avait servi à faire le tableau de Georges de Guise. Probablement que ce tableau avait été ramené de Turquie par Georges de Guise, qui était un commerçant allemand, justement, qui faisait le commerce avec les Turcs. Et à côté de cela, pourquoi? Tout simplement parce que quand Holbein est à Bâle, la menace de Soliman le Magnifique est importante. Ils sont à Vienne, ils sont aux portes de Vienne. Et à Bâle, les gens avaient extrêmement peur. Et je pense que Holbein a probablement voulu là évoquer cette menace ottomane. Et puis il y a une Bible qui est fermée. On peut dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et vous allez voir qu'à l'étage inférieur, eh bien, on va avoir une réponse à cette parole de Dieu par la musique. La musique étant finalement la réponse que les hommes peuvent faire à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a en bas? Eh bien, il y a d'abord le globe terrestre. Et ce globe terrestre, il est cul par-dessus tête, mais si on le remet à l'endroit, on voit qu'il y a l'Italie marquée, l'Espagne, l'Allemagne, le Saint-Empire romain germanique, pardon, l'Angleterre et la France. Donc, en fait, sur ce globe terrestre, les quatre protagonistes sont présents. Et puis, il y a également Policy, la petite ville de Jean de Dinteville, parce qu'il fallait bien quand même honorer celui qui commandait le tableau. La gratitude, bien sûr. Voilà. Ensuite, il y a un compas, mais il y a surtout des livres. Le livre de gauche, qui est un livre d'arithmétique, qui est ouvert par une équerre, c'est un livre d'arithmétique qui servait aux commerçants. C'était un mathématicien qui s'appelait Appia, qui avait fait ce livre. Et ce qui est très notable, c'est que le livre est ouvert à une plage qui est consacrée à la division. Mais ce n'est pas un hasard, parce qu'évidemment, c'est une évocation de la division entre les réformateurs et les catholiques, entre l'Angleterre et évidemment le pape. Rien n'est laissé au hasard dans le tableau. Non. Ensuite, vous avez un livre de musique. Alors ce livre de musique, c'est un livre de psaumes de Johann Walter. Et sur la gauche, comme vous pouvez le lire, il y a des psaumes, et en particulier des textes de Luther, et de l'autre côté aussi. Alors ça peut paraître étonnant que sous les pieds, quasiment, d'un curé, d'un évêque catholique, on ait mis ces œuvres protestantes. La raison, c'était simplement que Holbein est quelqu'un qui n'a jamais pris parti. Il ne s'est jamais mouillé ni d'un côté ni de l'autre. Il est resté catholique, mais il a quand même navigué dans des eaux troubles parce qu'il avait une position extrêmement confortable à la cour d'Henri VIII et évidemment, il voulait la conserver. Donc je pense que pour ces raisons-là, il a mis ce... Mais on pense que c'est peut-être aussi Georges de Selve qui, pour montrer qu'il n'était pas insensible aux théories de la Réforme, ait proposé cette œuvre. Ce qu'il y a également, c'est un luth. Alors le luth est important parce que c'est un instrument qui va devenir très 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 à la mode à cette époque-là, mais il a quelque chose de particulier, ce luth, il a une corde cassée. Alors c'est évidemment le symbole de la fragilité de la vie, c'est une vanité, etc. Mais aussi, la musique, c'est l'harmonie, et la corde cassée, c'est la disharmonie. Disharmonie en Europe, entre tous ces pays et entre ces religions. Donc voilà. Et puis, ajouter une chose importante, il y a en ce moment à la BNF Richelieu à Paris une magnifique exposition qui s'appelle l'Invention de la Renaissance. Et cette exposition met l'accent beaucoup sur l'importance du livre dans l'humanisme. Il faut savoir que en 1501, le 15 janvier 1501, à Venise, Perucci va publier pour la première fois, imprimé, un livre de partition musicale instrumentale. Et ça, c'est une révolution. C'est une révolution parce qu'à partir de là, on va pouvoir répandre, développer
non plus simplement les polyphonies flamandes, qui étaient vraiment la musique, le choral et le vocal qui était très à la mode et très, très influent en Europe. Et là, on commence à avoir une émergence importante de la musique instrumentale, avec la naissance du contrepoint qui sera ensuite développé par Handel et par Bach. Et donc, la présence de ces livres, c'est aussi un éloge de l'imprimerie et de l'humanisme. L'humanisme qui est né d'ailleurs un siècle plus tôt, grâce à Pétrarque, hein, qui va constituer une bibliothèque très importante, plusieurs milliers de livres. Et pour l'anecdote, cette bibliothèque sera volée par Charles VIII après la bataille de Fornoux en 1495, et il va ramener une grande partie de cette librairie de Pétrarque à Paris, qui va devenir le début du fonds de la Bibliothèque nationale de France. Il ne faut pas trop le dire, ça. Hein? Ça arrive, il ne faut pas trop le dire. Ah non, il ne faut pas le dire. Ah ben non, il ne faut pas le dire. Alors, oui. Pour terminer, d'abord parler du pavement. Le pavement a été inspiré par le pavement de l'abbaye de Westminster. C'était un pavement cosmitesque, c'est-à-dire c'était une famille de marbriers d'Italie. Alors cosmitesque, ça vient aussi de cosmos, ça fait penser à cosmos. Et en fait, parce qu'effectivement, tout là, on a des ronds, des cercles, et ces cercles qui sont agencés les uns par rapport aux autres renvoient à la représentation du monde par Ptolémée. Et donc, c'est effectivement le cosmos. Il se trouve que ce pavement n'est pas non plus sans évoquer celui de Saint-Pierre de Rome. Et là encore, on voit bien qu'Holbein a un peu joué sur Westminster et Rome. Et évidemment, il y a ce personnage étrange qui est une anamorphose. Qui flotte. Vous savez que pendant très longtemps, les gens ne savaient pas de quoi il s'agissait. On parlait d'un os de sèche. Alors, cette anamorphose, l'anamorphose, c'est ce qu'on appelle aussi une perspective secrète. Hein. C'est une perspective, et dans une certaine mesure, on peut considérer que toute perspective est une anamorphose, c'est-à-dire non pas une déformation, mais une transformation, un déplacement selon des lois mathématiques, géométriques très très précises. Et cette anamorphose, eh bien, quand on la regarde, d'abord, les deux personnages et tout le tableau est extrêmement figé. Les deux personnages ne bougent pas, ils nous regardent, etc. Et le seul élément dynamique dans ce tableau, c'est finalement cette anamorphose qui, comme vous le savez sûrement tous maintenant, est en fait un crâne. Et en réalité, il y a un deuxième axe dynamique qui nous amène jusqu'en haut, dans le coin. Je ne sais pas si vous le voyez bien, où il y a un Christ. Il y a un crucifix, oui. Et ce Christ, en fait, ça veut dire que d'un côté, il y a la mort, mais de l'autre côté, il y a la résurrection. Or, Georges de Selve est arrivé le 11 avril 1533, et l'horloge de Berger marque la date 11 avril 1533. Il se trouve que le 1533, c'est le 1500e anniversaire de la mort du Christ. Or, le 11 avril, c'est le jour de la crucifixion. Et cela veut dire... Et le Christ, il est moitié visible. Parce qu'en fait, il est un peu de ce côté, du côté des vivants, mais il est aussi de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il dit aux vivants, je vous attends derrière. Donc, c'est à la fois un hymne à la mort et un hymne à la vie. Il y a une chose d'ailleurs qui est amusante, c'est que Holbein, en allemand, ça veut dire l'os creux. Holbein. Et probablement que Holbein va, je dirais, faire passer le message que le maître du jeu, c'est la mort, mais c'est peut-être aussi, c'est un peu lui le maître du jeu. Et il est d'autant plus le maître du jeu qu'il nous impose, et ça c'est quelque chose qui apparaît très nettement à la Renaissance, c'est-à-dire que les artistes, comme Holbein autrefois, étaient du côté des artisans dans les arts mécaniques. On les considérait comme des travailleurs manuels. Et à un moment donné, et surtout à Florence, en Toscane, ils vont se battre
pour devenir non plus des artisans mais des artistes, ce qui fera dire à Léonard de Vinci Pittura et cosa mentale, c'est-à-dire la peinture c'est une chose mentale. Et donc ils vont changer de statut social et c'est une manière aussi de prendre le pouvoir. Et le fait de dire maintenant, si vous vous déplacez sur la droite, vous allez voir disparaître les deux personnages qui étaient très riches, pleins de savoir, pleins de pouvoir, etc. Ils disparaissent, vous ne les voyez plus, et ce que vous voyez, c'est la mort. Mais quand je dis que le maître du jeu, c'est la mort, c'est aussi Holbein, et c'est pour ça que je parlais d'une pièce de théâtre en 2 actes, parce que le premier acte, on voit les personnages, c'est la vie, et le deuxième acte, on ne les voit plus, et on voit que la mort. Mais Holbein nous impose, de la même manière que Van Eyck, dans Les Époux Arnolfini, à un moment donné, écrit « Van Eyck était ici ». Et donc, où on peut le retrouver aussi dans les Ménines, où on aperçoit un peintre dans un miroir. Donc il y a cette idée, si vous voulez, qu'à un moment donné, les peintres se mettent en scène et disent « Désormais, c'est moi qui vous impose d'où vous devez voir le tableau ». Il y a peut-être, on pourrait regarder aussi la broche. Peut-être que la broche de l'ambassadeur, ce qu'il a sur son, qui représente. Alors oui, il faut savoir que sur son béret, l'ambassadeur avait une tête de mort. Elle a une tête de mort, oui. Et cette tête de mort, c'est probablement parce que la devise de Dinteville, c'était Memento Mori. Souviens-toi que tu es mortel. Donc, il avait aussi mis sur son poitrail l'ordre de Saint-Michel, parce qu'il faisait partie de l'ordre de Saint-Michel, qui était un ordre très important, qui avait été créé par Louis XI. Je ne sais pas si vous le savez, mais il a été créé par Louis XI, parce que Louis XI voulait honorer la résistance des habitants du Mont-Saint-Michel aux Anglais. Et donc, c'était en l'honneur des habitants du Mont-Saint-Michel. Et d'ailleurs, les gens qui appartenaient à l'ordre de Saint-Michel se réunissaient une fois l'an au Mont-Saint-Michel. Alors, il faut vraiment lire l'ouvrage d'Alain Glycos parce qu'il vous amène progressivement, je dirais, à l'amitié qui est entre ces 2 grands personnages. Et puis, il vous amène finalement à leur séparation au départ et à la maladie et la mort de l'évêque de Lavaur. Alors moi, je me suis posé le problème, quand ils ont quitté Holbein, parce que c'est un immense tableau, il n'était pas fini. Il fait 2 mètres sur 2 et c'est 10 planches de chêne rassemblées. Il est très lourd, il n'était pas terminé. Est-ce qu'ils ont vu la mort ? Est-ce qu'ils l'ont contemplée ? Est-ce qu'Holbein leur a permis de la regarder ? J'en sais rien. Oui. Alors, une chose est sûre, c'est que Georges de Selve ne l'a pas vue. Et il l'a pas vu. Il est parti trop tôt. Mais en revanche, ça me paraît évident que Jean de Dinteville l'a vu. Et d'abord parce qu'il a emporté le tableau, il a pris le tableau. Il l'a ramené dans son château de Policy. Ah oui. Et alors il y a une chose qui est amusante, c'est qu'il a fait restaurer son château et il a fait aménager sa salle d'apparat de telle façon que pour installer son tableau. Ah oui. Et quand les gens venaient le voir, ils contemplaient le tableau et il sortait par une petite porte à droite. Et il les faisait sortir par là, et au moment où ils sortaient, il leur disait « Retournez-vous ». Et à ce moment-là, il voyait la mort. Il voyait la mort. Donc, il a été très très conscient de ça. Oui. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'il ait pu transporter ce tableau. Bon, il n'y avait pas les tankers à l'époque, il n'y avait pas ça, mais... Oui. Mais toi qui es spécialiste de la navigation... Oui, mais la batellerie, là, c'est un peu compliqué, là. C'était un peu compliqué. Et juste pour terminer, je voudrais quand même vous montrer ceci. Quand il était à Bâle, oui. Holbein a gravé 2 choses, un alphabet de la mort, donc A, B jusqu'à Z, avec chaque fois une image de la mort, et aussi des danses macabres. Et parmi ces danses macabres, il y avait cette gravure, et vous voyez que cette gravure, elle est exactement construite comme les ambassadeurs, avec la mort en bas. On peut penser que déjà, il avait dans la tête ce tableau. Alors, donc, avant d'en terminer, moi je voudrais, parce que la question serait peut-être posée, le rôle des dames ou des femmes dans la diplomatie.
elles ont joué un rôle très important, mais elles n'ont jamais eu le rang officiel d'ambassadeur dont on a parlé tout à l'heure. Alors je vais insister sur 3 exemples, finalement, de 3 exemples français. La meilleure ambassadrice ou diplomate du règne de François Ier, c'est sa sœur. C'est sa sœur qui est Marguerite, qui a épousé Henri II d'Albret, qui était roi de Navarre, qui est donc devenue Marguerite de Navarre, qui a été la grande écrivaine de l'Heptaméron. Et donc Marguerite, par sa mère Louise de Savoie, elle a été l'ambassadrice, entre guillemets, pour aller tenter de délivrer son frère que François Ier a fait transporter de Pavie en Espagne, à Madrid. Et finalement, il est malade, lui. Il tombe malade, donc la mère et la sœur envoient tout de suite, finalement, des messagers vers lui, et sa sœur, elle y va en personne pour tenter de négocier. Et elle va jouer un rôle important dans sa libération. Elle va monnayer finalement la rançon. Elle va monnayer la rançon, et cet échange terrible, quand on y pense, avec ses 2 fils. Il rentre en France, mais en otage. Finalement, traverse la Bidassoa en sens inverse. Les 2 enfants, François, le dauphin, celui qui meurt en 1536, et Henri, le cadet, celui qui va devenir Henri II, et qui a épousé Catherine de Médicis en 1533 sous la bénédiction du pape. François Ier n'a pas été très content, puisqu'il a dit après j'ai eu la fille toute nue, parce qu'il n'a pas grand-chose après. Alors, en fait, elle a joué un rôle très important parce qu'elle a permis de jouer ce rôle. Et puis, je le dis assez souvent, quand on a compté la rançon, au moment où on envoie les enfants en otage, on mettra 1 semaine aux environs de Bayonne pour compter finalement l'or et l'argent. Pour être sûr qu'il y avait le compte. Pour être sûr qu'il y avait le compte. Ça, c'est un premier point très très important. Pensez donc que Marguerite de Navarre, elle a joué ce rôle, et là, aucun ambassadeur ne pouvait le jouer. On était en quelque sorte au sommet de la monarchie. Une autre grande diplomate, c'est l'épouse d'Henri II, c'est Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, elle a joué un rôle éminent en diplomatie, elle n'a fait que de la diplomatie. Alors elle a pour objet ce dont tu as bien parlé, le mariage, parce qu'en fait, sans moyens, on marie. Donc elle cherche à marier ses fils, soit à une infante, etc. Donc c'est le mariage. Et puis surtout, Catherine de Médicis, pendant le règne de Henri III, à la fin du règne d'Henri III, mais elle ne sait pas que c'est la fin, lorsque Paris devient ligueur, en 1585, lorsque Henri III va s'enfuir en 1588, il laisse à Paris sa mère et son épouse. Les 2 reines sont là dans un Paris ligueur, et Catherine de Médicis va jouer un rôle de diplomatie. Elle va voir Henri de Guise, elle s'entremet, elle fera par hasard délivrer Montaigne, qui ne passera qu'1 journée à la Bastille. Donc en fait, Catherine de Médicis, elle a joué ce rôle pratiquement jusqu'à la fin, mais pour elle, le désespoir terrible, c'est quand Henri III fait assassiner Henri de Guise et fait étrangler son frère, le cardinal de Lorraine. Elle sait que c'est terminé, donc elle va mourir quelques jours après, parce que finalement, là, son rôle de diplomate échoppe. Et je voudrais terminer par une autre personne qui est finalement moins connue que Marguerite de Navarre et Catherine de Médicis, mais qui a joué un rôle important. C'est une bâtarde. C'est Diane de France. Diane de France, c'est une fille de Henri II qu'il a eue d'une Italienne, mais d'une Italienne finalement au moment où, déjà mariée à Catherine de Médicis n'avait pas encore d'enfants. Après, elle en a eu une bonne dizaine, mais pour l'instant, ils n'étaient pas nés. Donc pour Henri II, c'était la révélation qu'il pouvait avoir des enfants, et que finalement, la personne peut être stérile, c'était Catherine de Médicis. Et cette Diane-là, Henri II a installé sa mère en France,
l'italienne dont je vous parlais, et il a fait de Diane, finalement, il a fait faire 2 beaux mariages, et surtout Diane de France, eh bien, c'est elle qui, échappant justement à l'emprise officielle des reines reconnues ou des princesses, va jouer le rôle de médiation entre Henri III et Henri IV, au moment où Henri III tente de sa survie contre la Ligue et au moment où il cherche à se réconcilier au futur Henri IV. Et comme le futur Henri IV n'avait vraiment pas confiance en Catherine de Médicis, qui fut sa belle-mère, lui, il veut voir quelqu'un qu'il pense indépendant. Donc, il va recevoir Diane de France, cette bâtarde, très lettrée, très intelligente, qui va en quelque sorte réconcilier les 2 souverains. Alors, je pense qu'elles ont joué un rôle, mais c'était encore un rôle officieux. Puisque tu parles de femmes, il y a une chose on peut dire aussi, c'est que quand Henri VIII a voulu se débarrasser d'Anne Boleyn et donc la faire décapiter, les raisons officielles qui ont été données, c'était qu'elle avait été adultérine, qu'elle avait en particulier eu des relations avec Wyatt le poète, avec Smithon le musicien et quelques autres, et même qu'elle avait eu des relations incestueuses avec son frère. Dans la réalité, sous ces prétextes officiels, il y avait une autre raison, c'est que Anne Boleyn s'est opposée à Cromwell sur un point très précis. Lorsqu'ils ont décidé l'acte de suprématie du roi sur l'Église anglaise, Cromwell a envoyé un certain nombre de gens dans les monastères pour récupérer tout l'argent des monastères, les piller littéralement, en disant au roi, puisque les caisses du royaume sont vides, voilà une bonne occasion de remplir les caisses du royaume. Sous prétexte que ces monastères étaient catholiques et ne voulaient pas accepter l'acte de suprématie. Et Anne Boleyn, à ce moment-là, s'est opposée à ça en disant « Non, mais cet argent ne peut pas servir à remplir les caisses, il faudrait l'utiliser pour créer des écoles, des hôpitaux et aider les pauvres, parce qu'elle avait la réputation d'aider les pauvres. » Donc ça, c'est une première remarque que je voulais faire. Et la deuxième, j'ai oublié de vous dire à propos du globe terrestre, je ne sais pas si on le voyait bien sur l'image, il y a une ligne rouge qui sépare l'Est de l'Ouest. Et en fait, cette ligne rouge, elle représente le traité de Tordesillas en 1494, lorsque, sous la bénédiction du pape, on a partagé le monde à l'Ouest pour les Espagnols, à l'Est pour les Portugais. Et François Ier, tardivement, enverra un galion au Canada, et ça sera beaucoup moins juteux que ce que les Espagnols et les Portugais pourront ramener de leurs aventures. Bien, écoutez, voilà. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci Alain, merci. Alors, j'imagine qu'il y a... Oui. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour vos exposés, toujours très intéressants à vous écouter. Ce tableau, Les Ambassadeurs, il se trouve où maintenant ? Il se trouve à la National Gallery, tout simplement. Et si vous y allez, vous pourrez faire l'expérience de le regarder sur la droite et vous verrez qu'effectivement, on voit le crâne. Il est à la National Gallery. Il est arrivé au XIXe siècle. Il a été vendu par un particulier après avoir été à un moment donné, il était dans là où se trouve aujourd'hui l'hôtel Matignon, qui appartenait je ne sais plus à qui. Et puis, progressivement, de fil en aiguille, il a été vendu à la National Gallery. Quelle langue parlaient les ambassadeurs ? Le latin, le français ? Il parlait latin, bien sûr. Il parlait latin, pas de problème. C'était la langue normale, c'était le langage habituel. Alors, qu'on devrait dire aussi, c'est que ces ambassadeurs sont des lettrés, parce qu'ils ont une mission bien particulière. On n'en a pas parlé, mais on peut le dire maintenant. Ils ont l'ambition, la mission du côté notamment de l'Europe orientale de racheter les manuscrits.
Ils sont des experts en manuscrits. Donc il leur faut connaître et le latin et le grec. Donc ce sont vraiment des hellénistes parfois très très bons et des latinistes à tous les coups, bien évidemment. Mais Georges de Selve, par exemple, a traduit La vie des hommes illustres de Plutarque. Exactement, oui, oui. Ouais. Ce sont, voilà. Vraiment, ils étaient très... Mais on commençait aussi un peu à parler le français. Alors, il y a une chose quand même, c'est que l'humanisme, c'est aussi la volonté de passer de la langue latine à la langue vernaculaire. Et c'est comme ça, par exemple, que Gutenberg imprimera la première Bible en allemand, et qui servira à Luther. Luther fera imprimer en allemand les 95 thèses qu'il affichera sur l'église de Wittenberg. Il fera traduire l'épître de Saint Paul aux Corinthiens en allemand. Et Henri VIII aura même, à un moment donné, demandera que soit traduite la Bible en anglais et qu'elle soit dans toutes les églises pour que le peuple puisse la lire. Et il a beaucoup évolué ensuite, puisqu'on le voit dans le film. Là, après, il est dans une autre position. Mais on parlait en latin, mais on commençait à vouloir développer au maximum les langues vernaculaires. Alors, comme la France est déjà un pays très centralisé, on a l'édit de Villers-Cotterêts, 1539, parce que ça, c'est en fait la langue française, mais nous sommes le pays le plus centralisé d'Europe, et nous le sommes restés. Ouais. J'y vais là. Oui. D'autres questions? Bonsoir. On entend? Oui, oui. Bonsoir. Oui, c'est à propos de l'anamorphose, quoi. C'est un peu intriguant, ça, parce que est-ce que c'était déjà apparu en peinture ou c'est apparu aussi après? Alors, ce qui est nouveau dans le tableau d'Holbein, c'est le fait d'avoir mis une anamorphose dans les conditions où il l'a mise, c'est-à-dire devant ces deux personnages. Mais sinon, l'anamorphose, c'était connu. En fait, on peut dire que là, on est en 1533. La perspective, elle naît en gros. Enfin, quand je dis qu'elle naît, elle est redécouverte par les Toscans, parce qu'elle existait dans l'Antiquité grecque. Le Parthénon, c'est de la perspective. En 1453, Piero da Francesca publie son traité de la perspective. Il y a Alberti aussi. Donc la perspective existait. Et dès l'instant où la perspective a existé, on a commencé à s'amuser à faire des anamorphoses. Il y a plusieurs types d'anamorphoses d'ailleurs, mais oui, ça existait. Ce qui est très nouveau, c'est de présenter cette anamorphose dans les conditions où il l'a présentée sur ce tableau. Mais ça existait depuis à peu près un siècle. Alors, je sais pas, je vais aller de l'autre côté. Merci pour ces exposés absolument passionnants et drôles en plus. Je voudrais savoir si on a une idée de la manière dont est mort Henri VIII, parce que l'image qui nous est présentée dans le film me paraît peut-être pas tout à fait réaliste. Oui, alors Henri VIII n'est sûrement pas mort comme on le montre dans le film. Il est mort, quoi. Il est mort de sa maladie. Je pense que, vous savez, en fait, c'est quand même une fiction, ce film. Or, le principe de la fiction, c'est que, je crois que c'est Paul Valéry qui disait, la littérature, c'est le mentir vrai. Rien n'est exact, mais tout est vrai, il disait. Je crois que là, le réalisateur a voulu mettre une fin dont tout le monde rêvait, finalement. Si seulement elle pouvait lui faire la peau, quoi. Qu'on en finisse. Mais en réalité, non, il n'est pas mort comme ça. Il est mort d'une maladie. Alors, moi, je veux bien poser une question aussi. Peut-être que, Alain, tu pourrais revenir sur l'anamorphose, et notamment quand on voit ce crâne, quand on voit la mort, parce que vous avez fait une remarque sur un des tableaux qui précédait, le tableau de Charles Quint, sur son menton. Et je trouve que le crâne a un menton plutôt... Prognatisme. Le prognatisme Habsbourg. Voilà. Alors, je m'interroge sur
Non, c'est juste l'image. Non, ne t'interroge pas. En fait, c'est parce que l'image est comme ça. Mais quand on le regarde vraiment bien, il est. D'ailleurs, là, si vous avez le livre entre les mains, vous vous en rendrez compte. Là, je ne sais pas si on le voit. Alors, voilà, on va faire. Je vais le montrer devant la caméra. Peut-être, voilà. pour que, Là. voilà, c'est bon. Vous Ouais. voyez, Non, ça c'est une déformation du numérique, Ouais. ça. Non, mais c'est bien que ce soit je trouve que éclairci. ta Parce que- tentative d'interprétation est audacieuse, quand même. Je me suis dit, pourquoi pas que Charles Quint apparaisse quelque part aussi. Sous cette forme-là, oui. Oui. Alors, moi j'ai une question par rapport au rôle des femmes dans la diplomatie. Il me semble que Louise de Savoie, quand Oui. son fils a été prisonnier, elle a essayé d'entrer avec, en relation avec la Sublime Porte et elle a cherché appui Alors, oui. auprès de... Et vous avez tout à fait raison. J'aurais dû vous le raconter, mais c'est triste. Puisqu'en fait, elle a envoyé des émissaires vers la Sublime Porte. Et elle a envoyé, il devait y avoir, il y avait un chef, mais qui n'avait pas rang d'ambassadeur. Ils étaient une dizaine de personnes, et il fallait, pour donner confiance finalement aux Ottomans, il fallait leur envoyer des richesses. Et parmi ces richesses, il y avait un diamant, mais un gros diamant. Hein. Et en fait, cette escorte d'une dizaine de personnes et ce diamant ont disparu. Ils ont été massacrés sur le trajet. Donc, l'envoi à la Sublime Porte a été un envoi, ça n'a pas marché. Par contre, un peu plus tard, ça a marché, mais il n'était plus prisonnier. Mais alors, cette fois, l'envoyé, qui était aussi un espion quelque part, lui, finalement, il transportait la lettre, il l'a transportée dans ses chaussures au moment où il fallait traverser le Saint-Empire romain germanique. Donc, bon, c'était compliqué et il fallait courir beaucoup de risques quand on partait vers l'extérieur. Et alors, ils avaient... On le disait tout à l'heure avec Alain, les transports étaient compliqués, difficiles, et finalement, on mettait des jours. Et au fur et à mesure qu'on met des jours, automatiquement, on sait que vous avancez, et il y a des guet-apens, c'est clair. Il y a des menaces, etc. Pendant le Tour de France de Charles IX, il est suivi par des ambassadeurs, par des espions qui racontent, etc. Donc c'est un risque à courir important. Et finalement, pour résumer, si vous voulez, ce risque, Charles Quint, lui, il a un avantage. Il a un avantage qui est lié à la circulation d'une grande famille noble, et c'est un nom qui va vous parler forcément, c'est la famille Taxis. Les Taxis d'aujourd'hui sont les héritiers de cette grande famille Taxis qui était chargée du déplacement des personnages. Une sorte de service postal qui était développé dans le Saint-Empire romain germanique. Alors quand vous prenez un taxi, vous y penserez. Mais vous savez, rien était laissé au hasard, parce que par exemple, l'éloge de la folie que Erasme a dédié à Thomas More, en grec, Moria, c'est la folie. Et donc, c'est pas un hasard s'il a fait cette dédicace, il l'a dédié à Thomas. Et à cette époque-là, on croit que les gens ne laissaient rien au hasard. Enfin, tout était pensé, tout était calculé. Enfin, c'était incroyable. Bonsoir. Vous nous avez parlé des relations diplomatiques en Europe de l'Ouest. Vous nous avez parlé de nos rapports avec les Turcs. Et qu'en était-il à cette époque avec les Russes? Oh, la Moscovie. Non, la Moscovie, il y a très peu de relations, très peu de relations. Alors on doit le dire, ils ne jouent pas de rôle dans la diplomatie. Ils sont en quelque sorte hors du grand champ diplomatique dont on a parlé aujourd'hui. C'est clair. Ils joueront un rôle un peu plus tard, important à partir du XVIIe siècle. Mais ça, c'est pas encore le cas au XVe, XVIe siècle. Je regrette. On aimerait bien que ça soit encore comme ça, d'ailleurs. Mais oui, Ah, voilà, bon. Henri VIII, si j'ai bien compris, il n'a eu que des filles.
Non. Non. On le voit d'ailleurs dans le... Je ne sais pas si Il a vous eu avez un vu le fils. film. Il a eu un fils avec Jeanne Seymour, Ah oui, Édouard, qui a d'ailleurs régné peu de temps, puisqu'il est mort, il avait 15 ans, mais il a eu un fils. Il a d'ailleurs eu aussi un bâtard qu'il a reconnu, qu'il avait eu avec sa maîtresse Elisabeth Blount, et qui ensuite... alors le nom m'échappe, bon, et qu'il a reconnu, et il lui a donné un château, des terres, etc. Donc il a eu deux garçons, un bâtard, et puis ce Édouard VI qui a été roi pendant quelque temps. Mais Jeanne Seymour est mort en couche. Ah oui. Il y a quelque chose qui m'a étonné dans le film. À un moment, il est écrit Henri VIII, roi d'Angleterre, d'Irlande et de France. Bien sûr, il revendique toujours. Ah, mais il revendiquait. Ah bien sûr. Après la fin, ils n'ont pas accepté la fin de la guerre de 100 ans. Bien sûr que non. Voilà. Ben oui. Et puis ils ont encore la position de Calais. Et puis ils rêvent d'y revenir, et puis ils reviendront un peu plus tard, ils reviendront pendant la Fronde, ils reviendront pendant les guerres de religion, etc., comme les Espagnols. Il faut perdre de vue notre idée d'une France, d'un hexagone en quelque sorte. Chaque province a une forme d'autonomie, et chaque province, on rêve un peu de la récupérer. Les Espagnols se disent qu'ils seraient bien en Guyenne, etc., les Anglais en Normandie. Et finalement, on a bien vu la frontière du Nord, les Espagnols seraient bien ils sont déjà dans les Flandres. Donc il y a une partie des Flandres qui est espagnole. Donc le royaume est cerné, très cerné. Bonsoir et merci. Que devient la reine Catherine après? Est-ce qu'elle joue encore un rôle avec les successeurs, disons? Avec les successeurs? Catherine Parr D'Henri VIII. Catherine Parr ou Catherine Aragon? Non, la dernière femme d'Henri VIII. Elle va se marier après la mort de... Elle a déjà eu 2 maris, avant Henri VIII. Et finalement, après, elle va se marier et elle va jouer un rôle, effectivement, elle va permettre en particulier à Marie comment ? De prendre, d'avoir la couronne, mais elle va mourir assez rapidement quand même. Donc, mais elle a continué à avoir un rôle. Elle était restée assez importante, oui. Alors, ça s'appelle Le Jeu de la Reine, ce film, et je pense que c'est très juste le titre, parce que vraiment c'est quelqu'un qui était très intelligent et elle a su jouer aussi bien entre le catholicisme, le protestantisme, les jeux de pouvoir à l'intérieur de la cour, parce qu'il fallait se le faire, le Gardiner, là, c'était quand même il n'y avait pas que Gardiner, il y avait Cranmer aussi. Cranmer qui a été un prêtre de seconde zone, qui a été récupéré, à qui on a donné un titre de cardinal pour en faire, je dirais, le bourreau du catholicisme en Angleterre. Hein. Donc, elle a très très bien joué avec tous ces gens-là, quoi. Il ne faut pas oublier que le catholicisme va revenir avec Marie Tudor. Et que l'anglicanisme, c'est plutôt Élisabeth. Henri VIII n'a pas pu aller jusqu'au bout. Donc il y a Marie Tudor, et que Marie Tudor, elle fut un temps où la frémissement, horreur du côté français, elle s'est mariée au roi d'Espagne. Alors on l'a appelée Marie la Sanglante parce qu'évidemment elle a réglé des comptes. Hein. Les catholiques avaient tellement souffert sous les réformateurs, mais en fait elle a probablement tué beaucoup moins de gens qu'on ne l'a dit. Elle en a tué, c'est vrai qu'à mon nez elle en a tué une centaine, mais c'est peu par rapport à ce que des gens comme Cromwell ou Cranmer ont fait mourir de catholiques. Hein. Je fais le tour. Oui. Que sait-on des rapports, enfin s'il y en a eu beaucoup, entre Catherine Parr et la future Élisabeth Ier?
Je ne sais pas trop. Ça, je ne peux pas répondre à votre question. Elle meurt quand Catherine part? Parce que Elisabeth, bon, Elisabeth, elle est quand même assez isolée. Hein. Catherine Parr, elle est morte la même année qu'Henri VIII, hein, en 1547. Elle est morte quasiment tout de suite. Elisabeth, elle est isolée. Elle a très peu de chance. Elle a très peu de chance de régner. Donc en fait, je pense que leurs relations, elles ont dû être très très restreintes. Non, je crois que voilà. Et le problème d'Elisabeth, c'est que ceux qui ne l'aiment pas ou celles qui ne l'aimaient pas, elle portait cette bâtardise, si j'ose dire, originelle par rapport à sa mère. Et finalement, la grande initiative de Catherine de Médicis, c'est de passer au-delà de cette bâtardise et de se dire, si on pouvait marier un de mes fils à la reine Elisabeth, et les ambassadeurs vont se casser les dents là-dessus. Tour à tour, finalement, on va essayer de les marier. Alors François II lui a été marié à Marie Stuart, mais il y a eu le projet de marier Charles IX, il y a eu le projet de marier Henri III, et surtout le projet, ça a été de marier le dernier prince valois qui ne régnera pas à la reine Elisabeth. Et on est allé très très loin dans les pourparlers de mariage. Voilà. Et ça n'a pas abouti. Peut-être parce qu'elle était protestante aussi, non? Oh, je crois que... Non, c'est pas ça. Non. je crois que bon, oui. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous les deux.